Bonjour et bienvenue dans Air Open, le podcast tennis de la rédaction du journal L'Équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et pour cette émission, je serai accompagné par ceux qui nous ont fait vivre cette Australian Open. Romain Lefebvre, salut Romain. Bonjour. Et Julien Reboulet, salut Julien. Salut Antoine. Nous allons bien sûr revenir donc sur l'Open d'Australie, les victoires de Sofia Kenin et Novak Djokovic, mais surtout sur les enseignements que nous pouvons tirer de ces deux titres. Et puis nous ferons un point aussi sur les trois monstres qui ont un penchant pour les exhibitions. Et puis le coin des Français avec Harold Mayot, vainqueur de l'Open d'Australie Junior. La France qui gagne aussi avec Kristina Mladenovic en double. Et puis un petit point sur Caroline Garcia. Est-ce qu'elle est en train de prendre un nouveau départ ? Allez, en place pour ce 9e épisode d'Air Open. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Honneur aux dames donc, une nouvelle tête, vainqueur de Grand Chelem. Je crois que c'est la 20e vainqueur de Grand Chelem ces 10 dernières années. Sofia Kenin, 21 ans, qui a battu Garbiñe Muguruza en finale. Qu'est-ce que vous avez pensé d'elle ? Allez, on commence avec Julien. C'est un petit peu l'anti-Ostapenko, c'est-à-dire c'est Ostapenko qui a gagné Roland-Garros il n'y a pas si longtemps, mais Kenin, c'est vraiment la fille qui va donner très très peu de points, qui va frapper pas aussi fort que la plupart de ses adversaires, mais qui va sûrement jouer intelligemment et ne jamais lâcher. Elle ne joue que pour gagner les points, quoi. C'est vraiment quelque chose de très ancré en elle, et c'est sans doute ce qui lui a permis de décrocher ce titre à la surprise générale, parce qu'on ne l'attendait pas là, à ce moment-là, en tout cas de sa carrière. On a vu qu'elle avait vraiment une attitude, un caractère, on a senti, elle est très piquante, je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle, elle était à la fois nerveuse, quand elle gagnait un jeu, elle était capable de s'énerver. Qu'est-ce qu'elle évoque chez toi, Romain ? Moi, je trouve que c'est le profil de la joueuse américaine type, élevée à la culture de la gagne, à la niaque sur le terrain. Chaque point compte, ne rien donner et surtout tout donner, en fait, tout donner sur le court. Donc, il y a cette mentalité très, très américaine, très ancrée. Elle fait penser, c'est un peu un patchwork de plusieurs joueuses américaines. Il y a effectivement un peu même de Serena Williams jeune, une espèce de conquérante comme ça de tous les points de l'impossible. Alors ça peut être à la fois rassurant sur la longévité, un peu plus inquiétant sur le fait que à chaque fois qu'on voit émerger une nouvelle gagnante de Grand Chelem, on se demande si ça va durer ou pas. On est plein d'espoir, comme on l'était après Ostapenko à Roland-Garros, où on se disait on a peut-être une future grande. Ouais. Et puis l'avenir à chaque fois nous déçoit. Donc on va voir si elle va nous décevoir ou au contraire s'inscrire dans la durée. Tu as commencé à évoquer Serena Williams. Est-ce que tu crois que quand l'américaine voit ces nouvelles joueuses arriver, gagner peut-être 2 grands chelems, mais est-ce qu'elle se dit il y a pas de joueuse qui domine, est-ce que j'ai encore la place pour aller chercher ce record de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem, je crois. C'est évident que pour elle, le fait qu'il n'y ait pas de patronne qui s'installe et qui écrase tout, c'est plutôt un avantage parce qu'elle se dit que chaque grand chelem qui s'ouvre est une opportunité pour elle de faire son chemin jusqu'à ce record. Maintenant, le temps passe. Elle a quand même bientôt 39 ans. Ouais. On sent que c'est quand même de plus en plus difficile. On sent qu'elle est de plus en plus vulnérable, y compris sur des surfaces et des tournois dans lesquels elle était un peu la patronne. Et l'Australie en était un. Donc, moi, je suis pas tellement rassuré. C'est pas tellement le fait qu'il y ait cette multiplicité en tout cas le fait qu'il n'y ait pas de grande directrice, de grande patronne. Je pense surtout c'est le fait que le temps passe et qu'elle fait de plus en plus son âge. Je suis d'accord avec Romain. Julien, est-ce que selon toi Serena peut y arriver ? Sûrement, pour revenir à ta question, elle se dit si elles y arrivent, toutes ces filles-là. Donc sur les 18 derniers Grands Chelems, il y a 11 nouvelles gagnantes. C'est beaucoup moins cloisonné que chez les gars. Sur les 18 derniers Grands Chelems, il n'y a pas un seul nouveau gagnant. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours un des trois mêmes à l'arrivée quasiment depuis plus de 2 ans. 6 vainqueurs de Grand Chelem depuis 2010. Donc pourquoi pas elle ? Pourquoi pas elle ? Si elle est là, si elle n'est pas blessée, si elle économise ses forces en première semaine, si Kenin y arrive, Serena Williams peut y arriver. Est-ce que ce sera à Wimbledon ou pas ? Je pense que c'est plutôt positif pour elle de voir qu'une Alep n'arrive pas à prendre le pouvoir, qu'une Andreescu, qui a un tennis incroyable, est souvent blessée, donc fragile, qu'une Osaka aura forcément, avec son style de jeu, des passages à vide. Donc oui, il n'y a pas de patronne, donc aller chercher encore un Grand Chelem, pourquoi pas ? Petite info, j'ai vu Bianca Andreescu la semaine dernière, donc on est le 6 février je crois aujourd'hui. La semaine dernière à Monaco, elle rejoue, elle va bien, elle va être de retour très vite, donc voilà, c'est un petit scoop comme ça que je donne. On va passer aux hommes, avec bien sûr, donc on a vu Novak Djokovic,
17e victoire en Grand Chelem, le 16e depuis 2011. Il a battu Dominic Thiem en finale, c'était en 5-7. Moi, j'ai envie de m'attarder un peu sur l'Autrichien. Est-ce que, voilà, maintenant, dans la hiérarchie mondiale du tennis, on a les 3 ogres, Dominic Thiem, et après, le Medvedev, Tsitsipas, et puis le reste de la Next Gen. J'ai l'impression qu'il a distancé la Next Gen et il se rapproche petit à petit, je ne parle pas en termes de palmarès, mais dans sa capacité à gagner un Grand Chelem. C'est vrai pour son niveau, pour son classement et aussi pour son âge, puisqu'il n'est pas si jeune et pas encore si vieux. Et c'est évident qu'il est celui qui réunit aujourd'hui le plus d'armes, que ce soit technique, mentale et en termes d'expérience, pour vraiment les gêner. Là, Mais attends, avant, on pensait qu'il était très fort sur terre battue, qu'il était allé, en gros, le numéro 2 mondial sur terre battue. Là, il commence à montrer des choses très intéressantes sur dur, j'ai trouvé, sur cet Open d'Australie. Il a progressé, c'est incroyable. Il l'avait déjà montré par le passé, il a quand même gagné Indian Wells l'an dernier, qui était, je pense, un marqueur de ses capacités ailleurs que sur terre battue. Après, on voit très bien dans son style de jeu que c'est un joueur toute surface, en fait, en réalité. C'est aujourd'hui, c'est en plus de ça que les différences de rapidité, le poids des balles, etc., entre les différentes surfaces fait que ça c'est assez homogénéisé. Et du coup, c'est le joueur complet par excellence, je trouve, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est là et qu'on le retrouve en finale de Grand Chelem, aussi bien sur terre battue que sur dur. Après, par rapport à la question que tu posais, il a fait 3 finales de Grand Chelem. C'est une stat un peu rigolote ou anecdotique, mais enfin, il gagne pas un set dans la première, il gagne un set dans la deuxième, et il en gagne 2 dans la troisième, donc tout le monde se dit que le prochain c'est le bon. Mais bon, ça c'est purement anecdotique, mais c'est vrai que ça montre aussi une progression. C'est peut-être un signe, effectivement. Et surtout, je pense qu'il s'habitue à ces altitudes-là, c'est important pour des joueurs comme ça qui, à force de fréquenter ces hauts sommets, on s'y habitue, et donc du coup, on décomplexe au fil des finales, et je pense que la prochaine sera très intéressante à voir, quel que soit l'adversaire. Surtout qu'il faut rappeler que dans cette finale contre Novak Djokovic, il mène 2-7-1, il a balle de break au 4e. Donc voilà, il passe tout près de vraiment se détacher. Donc toi, Julien, il lui en manque encore un petit peu, justement, dans ces moments clés qui vont déterminer qui va gagner les tournois du Grand Chelem. Contre Nadal, il gagne quand même 3 tie-breaks sur 3. Oui. Donc ça, c'est pas rien, mais on sent pas mal de nervosité, il fait quelques grosses fautes en fin de set. Il a eu beaucoup de réussite aussi. Et de la réussite. Mais il en faut. Je crois aussi qu'il a vécu... Tennistiquement, l'année 2019 a été très importante, puisque Romain parlait d'Indian Wells, mais il y a aussi le Masters où il bat Djokovic sur indoor plus rapide. Et donc ça, c'était aussi quelque chose à mon avis, une forme de déclic pour lui. Et 2019 a aussi été une année très importante humainement, parce qu'il a fait des choix très forts, notamment en arrêtant de collaborer avec Gunther Bresnik, qui a été son formateur, l'homme qui l'a fait passer un revers à une main, l'homme qui l'a façonné physiquement en le faisant travailler comme un bûcheron tous les hivers. Et beaucoup joué de tournois aussi. Et joué énormément, parce qu'il estimait que c'était uniquement la quantité qui allait amener la qualité. Mais même dans sa vie personnelle, il a fait des choix, et je pense vraiment que l'année dernière, il a grandi d'un coup. C'est-à-dire que c'était un joueur qui était toujours très impressionnant par sa frappe de balle, mais ses matchs étaient assez, malgré tout, d'une certaine façon soporifiques, parce qu'il racontait pas d'histoire. C'était assez mécanique, c'était appris, on m'a dit de faire comme ça, j'y vais à fond. Ouais. J'ai l'impression qu'il raconte son histoire depuis quelques mois, et que ça change un peu la donne, et qu'il a vraiment maintenant, disons, la maturité pour passer l'étape suivante, qui devrait pouvoir l'amener, pourquoi pas, à la place de numéro 1 mondial, parce qu'encore une fois, il peut battre les autres partout. Ouais, il a battu Nadal plusieurs fois sur terre. Il a battu Federer sur gazon. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. J'ai le sentiment que moi, sa marge de progression, elle est pas tellement finalement sur les fins de tournoi, mais plutôt sur la gestion des débuts de tournoi. Je pense qu'il a perdu un peu de gaz, et on sait combien ça compte sur cette victoire en Grand Chelem, en début de tournoi, en lâchant 1 ou 2 sets par-ci par-là. La grande force des Big 3, des meilleurs, c'est d'arriver en début de deuxième semaine hyper frais, comme s'ils avaient joué 3 ou 4 matchs de préparation. Et lui, j'ai l'impression et d'ailleurs il l'a ressenti en finale, on l'a bien senti qu'il calait un peu physiquement sur la fin. Je pense qu'il a devoir progresser sur la gestion physique de ses débuts de tournoi. Surtout qu'en plus il a eu un jour de repos en moins que Novak Djokovic entre la demi-finale et la finale. C'est intéressant ce que tu as dit, Julien, sur ses prises de décision. Donc, il a arrêté de travailler avec Bresnik, maintenant il travaille avec Nicolas Massou. Et puis, on a vu en début de tournoi qu'il travaillé avec Thomas Muster, mais qu'il a remercié au bout de 2 matchs. Je trouve que ça en dit long sur
Sa personnalité. La prise de décision. On est en Grand Chelem. Voilà, il y a des joueurs qui veulent vraiment rien changer. On a commencé comme ça, on continue comme ça. Et lui, il vire muster au bout de 2 matchs. C'est hyper risqué de faire ça en Grand Chelem parce que ça peut déstabiliser. On sait à quel point le moindre petit détail, le moindre grain de poussière dans une mécanique bien huilée peut tout foutre en l'air. Il a eu le courage de le faire. Il s'est dit que c'était pas le bon choix. Et ça prouve une fois de plus sa maturité maintenant et le fait qu'il a pris son projet, comme disait Julien, à bras le corps. Avec une forme d'entièreté chez lui, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire effectivement... Muster, il reste là, mais par contre, on dit rien pour l'instant, il intervient pas trop. Non, là, il a tout de suite senti, lui, son clan, on connaît pas les détails. Oui, bien sûr. Que ça matchait pas. Est-ce que c'est des problèmes d'ego? Muster, c'est un gros ego, c'est à la fois une énorme expérience et une place de numéro 1 mondial, mais voilà, peut-être quelqu'un qui a pas su se marier un peu au fonctionnement de ce groupe-là. Massu, c'est aussi un gros caractère. Ça fait beaucoup de gros caractères dans une équipe. C'était une belle surprise. Enfin, une belle surprise. Pas pour Muster peut-être, mais d'arriver effectivement à faire ça en cours de tournoi sans s'en cacher, en disant voilà, ça marchait pas. Muster, en plus, c'est la statue du commandeur. Hein. C'est comme si Pouille virait Noah en plein exactement. en plein Grand Chelem. C'est incroyable. D'ailleurs, Muster, il avait commencé à s'approcher de Tim pendant le Masters en 2019 où il était là, je sentais qu'il le suivait, donc j'étais pas surpris de le voir en Australie, mais en revanche je suis surpris de le voir virer au bout de 2 matchs. Et bien on va passer au deuxième thème de cette émission. J'ai envie de parler donc des 2 autres ogres. Bien sûr on est revenu sur la victoire de Novak Djokovic beaucoup de fois, donc on peut passer aux 2 autres. Pendant ce temps-là, donc, Rafael Nadal fait une exhibition, donc je crois que c'est aujourd'hui, ou non, c'était hier le 5 février, c'est au Koweït contre David Ferrer pour inaugurer sa nouvelle académie au Koweït. Et il rejoint Roger Federer demain 7 février en Afrique du Sud pour une autre exhibition, d'ailleurs qui au passage risque de battre le record d'affluence d'un match de tennis, et cette exhibition-là est au profit de la fondation Roger Federer. C'est un peu surprenant quand même quand on sait à quel point, je parle pour Roger Federer, il a terminé l'Open d'Australie, avec des blessures, des douleurs et tout ça. Alors bien sûr, c'est pour la bonne cause, c'est pour sa fondation et tout ça, mais est-ce que ça devient pas un petit peu problématique, toutes ces exhibitions ? Problématique, je sais pas. Federer reste un cas unique de toute façon dans l'histoire du tennis et un cas à part aussi en ce moment dans la gestion de sa programmation. Il a joué beaucoup d'exhibitions aussi en décembre, exact, en expliquant à chaque fois comment il essayait de bâtir son programme, évidemment en fonction d'une forme de rentabilité financière, parce que ça reste son métier, même si il a déjà accumulé plusieurs dizaines de millions d'euros. Et aussi... centaines, pardon. Et aussi comment il gère par rapport à sa vie familiale, parce que notamment il avait été assez critiqué, même pendant le Masters, quand on a appris qu'il avait signé pour une exhibition en toute fin d'année en Chine, et ça sur 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, il fera encore des exhibitions en Chine, donc pour ses fans, ça peut vouloir dire qu'il sera encore sur un court de tennis en 2025, c'est quand même pas mal. Mais qu'il expliquait que justement le fait de faire cette exhibition et de ne pas venir jouer la l'ATP Cup après lui permettait d'avoir 15 jours en famille à Dubaï pour préparer l'Open d'Australie. Ce qui, au bout du compte, mais ça, on va pas dire que c'était prévu, était plutôt une bonne opération parce que ça lui a évité de vivre des jours très enfumés en Australie avant que le tournoi commence. Mais ça, c'était un hasard. Mais il pouvait pas le prévoir. Et là, effectivement, il finit... En fait, dès le Masters, c'était intéressant parce qu'on sentait bien que cette exhibition qu'il va disputer avec Rafael Nadal en Afrique du Sud était passée à peine derrière l'Open d'Australie dans ses objectifs prioritaires de début 2020. Ça passe largement devant même un Indian Wells ou un Miami. Je sais pas, il disputera pas les 2 sans doute. Mais ça lui tenait énormément à cœur parce que c'est quelque chose qu'il voulait faire déjà quelques années auparavant. Ça avait été rendu impossible soit par des blessures, soit par des problèmes de calendrier. Et c'est sa fondation, c'est son bébé, et puis c'est avec son meilleur ami, enfin voilà, ils sont inséparables dans l'histoire du jeu. Donc c'est avec Nadal là-bas, avec une affluence incroyable. Franchement, pour lui, c'est un moment très important. Alors évidemment, ils vont pas jouer à fond, ça s'appelle une exhibition. Bien sûr. Évidemment... Par exemple, s'il a encore mal aux adducteurs côté droit, peut-être que Nadal sera briefé pour pas aller le chercher trop loin côté coup droit. Voilà, on va pas... ça reste encore une fois un spectacle. Donc, il n'est pas question qu'il se fasse mal. Mais par contre, ça pose la question de la multiplication des voyages, parce que c'est pas des voyages anodins. Nadal, il vient quand même d'enchaîner Australie, Espagne, Koweït, Afrique du Sud, et il rentre après. Tout ça, c'est pas anodin sur, même s'il voyage, à mon avis, dans des bonnes conditions. Oui. C'est pas anodin sur la récupération. Mais pour moi aussi, il y a un sujet. Par exemple, j'ai appris que ce match-là en Afrique du Sud va être retransmis sur Tennis TV, qui est la chaîne de l'ATP. En même temps,
il y a l'ATP 250 de Pougne et l'ATP 250 de Montpellier. Est-ce qu'au bout d'un moment, l'attention du fan de tennis qui s'abonne à Tennis TV, ou elle peut pas se démultiplier. Donc ça enlève un petit peu de coup de projecteur sur ces événements-là. Ouais, mais moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une loi de l'offre et de la demande dans le tennis, comme dans tous les marchés, et qu'aujourd'hui l'offre Federer, l'offre Nadal, l'offre Federer-Nadal, l'offre Federer-Djokovic ou Nadal-Djokovic, c'est une offre qui écrase tout. Et elle répond à une demande. Les fans veulent voir ces héros-là parce qu'ils savent très bien que, mine de rien, le compteur tourne, qu'on se rapproche de la fin, qu'on a vécu de belles années, et il y en aura peut-être plus autant de belles devant nous, certainement même. Oui. Donc voilà, moi ça me choque pas tellement, et je pense que ces joueurs-là sont les meilleurs ambassadeurs que le tennis puisse avoir aujourd'hui, et peut-être même dans l'histoire du jeu. Et le fait qu'ils jouent dans des pays où la culture du tennis n'est pas ancrée, alors après, il y a une recherche forcément financière, il y a des intérêts, mais il y a aussi une diffusion de la bonne parole du tennis. Quand Federer va jouer à Mexico, dans un stade de 40 000 spectateurs, voilà, il se montre en vrai dans un pays où on a très peu de culture du tennis, et quelque part, c'est le tennis qui sort gagnant au-delà de ses intérêts personnels. Bien sûr. Je suis d'accord sur pas mal de points avec Romain, et je pense quand même que l'ATP joue un peu un jeu dangereux. C'est juste, il y a un mélange des genres, et il y a un petit, mais c'est exactement ça. Alors l'ATP n'est pas la fédération internationale, ça reste une entreprise privée qui n'est pas censée défendre le tennis dans l'absolu comme une fédé. Ça c'est une chose. Mais malgré tout, le fait par exemple qu'ils aient intégré l'ATP Cup, l'association des joueurs de tennis professionnels. Ouais, pas du tennis. Enfin, voilà. Ouais. Le fait qu'ils aient intégré la Lever Cup dans le programme officiel de l'ATP et que ça apparaisse sur les face-à-face, et que donc par exemple cette exhibition soit aussi diffusée sur leurs médias, ça montre que ils peuvent pas se permettre de ne pas aller dans le sens de Roger Federer. Bien sûr. Ils peuvent pas se le permettre. C'est compréhensible. Mais c'est curieux de constater que la seule épreuve ATP officielle de toute l'année 2019 qui n'ait pas été diffusée sur Tennis TV, c'est la Lever Cup. Parce que peut-être que les droits étaient réservés à d'autres. Et là, donc, il y a un petit mélange qui est assez surprenant. Donc, je dis pas que l'ATP est forcément gagnante sur la ligne, mais il y a un petit jeu dangereux. Après, effectivement, que le tennis soit mis en avant dans des endroits où, justement, il n'y a pas les facultés d'organiser chaque année des tournois, ça c'est une chose qui est très importante pour le tennis dans un avenir proche, quand il n'y aura plus justement ces monstres sacrés. Bien sûr, et effectivement, c'est le sujet dont tout le monde parle, c'est cette course au plus grand joueur de tous les temps entre ces trois monstres. Donc effectivement qu'ils ont tellement fait pour le tennis et ils continuent de tellement faire que, en fait, on a l'impression parfois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. C'est juste, c'est ça qu'on peut souligner un petit peu. Ce que d'autres joueurs appellent aussi un arbitrage à deux vitesses par moment sur le court, quand certains peuvent peut-être prendre plus de temps que d'autres ou être plus facilement amenés à quitter le court pour un temps mort médical qui se justifierait peut-être moins pour un 84e ATP. C'est une façon de voir les choses. Sans doute qu'ils en jouent un petit peu tous les trois et qu'ils ont bien conscience effectivement qu'ils sont des monuments, mais des monuments encore bien vivants. Troisième thème, le coin des Français. La France gagne aussi à l'Open d'Australie Kristina Mladenovic, qui a remporté le double, son 4e titre du Grand Chelem. Et puis Harold Mayot, qui a remporté le tournoi junior. J'ai envie de revenir beaucoup sur Harold. Julien, je sais que tu as discuté avec Olivier Soulès la semaine dernière, qui est l'un des formateurs d'Harold Mayot. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? Je crois que ça va être un garçon qui va être intéressant à suivre parce qu'il y a de la vie, chez lui, et il y a quelques formes de paradoxe peut-être. Je crois que c'est un garçon qui a la parole très facile, qui tchatche beaucoup, qui s'intéresse énormément au tennis et à l'histoire du tennis, à la culture tennis, et ça c'est très rare aujourd'hui. Pour avoir passé 2-3 jours au Petits As à Tarbes le mois dernier, je peux vous dire que quand il diffuse sur l'écran géant, et ça c'est la tradition depuis très longtemps, les demi-finales, les quarts de finale de l'Open d'Australie, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais les gens qui regardent, c'est les entraîneurs, c'est les spectateurs un peu âgés. Les gamins qui disputent les Petits As, ils s'arrêtent pas beaucoup devant les écrans géants, même quand c'est une demi-finale Team Zverev. Même le petit gars de la délégation autrichienne, je l'ai vu passer devant Team, il a regardé comme ça, mais il allait faire autre chose, acheter des bonbons ou aller faire autre chose. Donc ils sont pas très nombreux à avoir il y en a même qui se targuent de pas avoir la culture tennis, comme Kyrgios qui dit que ça intéresse pas vraiment, etc. Lui, Harold Mayot, alors l'expression n'est pas forcément très belle, mais il pue le tennis, quoi. Ouais. Il suit ça, il connaît, il doit pouvoir vous citer les 50 premiers mondiaux. Enfin, il suit ça de très près. C'est-à-dire qu'il aime ce jeu, et comme disait Olivier Soulès, c'est simple, lui, ce qu'il veut, c'est être fort en tennis.
C'est tout bête comme phrase, mais voilà, il est en train d'y arriver, effectivement. Ouais. Et donc, au-delà de ce côté un peu, je connais un peu tout, je parle beaucoup, il a aussi apparemment un côté très sérieux, parce que c'est ce qui marque beaucoup, à la fois Thierry Tulane, l'entraîneur d'Harold Maillot, et Olivier Soulès, c'est celui qui se lève le plus tôt pour aller courir tous les jours. D'accord. Il est très sérieux apparemment sur son implication. Il va courir tous les matins. Voilà, apparemment, l'entraînement physique, D'accord. c'est le premier à y aller. Ok. Moi, j'ai eu la chance de le voir il y a 2 ans en Junior Davis Cup au Touquet, où Ouais. la France avait gagné. Il était associé d'ailleurs avec Cazot. Et à ce moment-là, il était un peu dans le dur au niveau de l'attitude. Cazot, on va rappeler, c'est Harold Maillot a battu Arthur Cazot en Voilà. finale. C'était une finale 100% française. Exactement. Ils étaient tous les deux associés sous le maillot bleu. Et à ce moment-là, Maillot avait des petits problèmes de comportement Sur le cours en dehors aussi avec ses D'accord. entraîneurs, et ça se passait pas très bien. À l'époque, Pierre Chéret, qui avait fait le déplacement pour cette finale, m'avait Le laissé directeur entendre technique national. m'avait laissé entendre que Maillot avait eu besoin de recadrage. Mais au-delà de ça, moi, j'avais vu un gamin qui était non seulement, effectivement, très investi dans son projet, mais qui avait un sens du collectif énorme. Et c'est lui qui avait, malgré tout ce qui se disait un peu autour de lui, de son attitude, etc., qui avait été super focus et très solidaire, en double, même sur le banc, quand il jouait pas, c'était le premier à bondir sur les points gagnants de Marmouzet. Il y avait Marmouzet aussi qui était le troisième, et Cazot. Donc, c'est un bon esprit. Je pense que j'aime pas cette expression, mais il coche pas mal de cases qui nous laissent espérer quelque chose de solide pour l'avenir. Après, il faut jamais trop s'emballer chez les juniors, parce qu'on sait que ça peut être assez décevant. Mais là, en tout cas, lui, il semble armé pour un bel avenir. Mais en plus, il a donné des gages de qualité, puisqu'il a battu un top 100 juste avant le début de l'Open d'Australie Junior. C'était en Challenger, où il a fait quart de finale. Donc voilà, c'est un joueur, je crois, qui est aux alentours de la 500e place mondiale aujourd'hui. Qui joue top 200 probablement déjà, ce qui est à 17 ans. Ce qui est très bien. Voilà. Ouais. Il va avoir 18 ans cette année, il faut le rappeler. Il est donc junior deuxième année. Et au-delà de son cas, il faut rappeler qu'il y avait d'autres Français qui étaient dans le coup, effectivement. Donc Arthur Cazot en finale, Timo Legout en demi-finale. Trois joueurs français en demi-finale, 4 en quart avec Giovanni Mpecci. Voilà. Et ça, c'est super important, parce qu'on a bien vu que la dernière fois qu'on avait une telle densité chez les juniors, c'est l'époque un peu des nouveaux Gasquet. Donc mousquetaires, cette émulation-là, elle n'est pas anodine, parce qu'elle peut produire de très beaux effets dans quelques années. Ça dit quelque chose, et surtout ça peut les aider les uns et les autres à se tirer vers le haut. On a hâte de voir un nouveau réservoir de joueurs français arriver, et je pense que en tout cas moi j'ai bien aimé ce qui dégageait. Je parle même en termes d'attitude, en termes de jeu. Je trouve que c'est des jeux assez modernes, assez complets. J'ai vraiment beaucoup aimé le tennis d'Harold Maillot. J'ai envie aussi de revenir sur Caroline Garcia, parce qu'on a vu donc là, cette semaine, donc la première semaine de février, elle a fait, alors est-ce que c'est un essai à la Rafael Nadal Academy avec Gabriel Urpi, ou est-ce que elle tente une nouvelle aventure? En fait, on a eu son papa au téléphone, qui a accepté de nous donner un petit peu les clés de cet environnement. On va dire que pour l'instant, Louis-Paul Garcia reste l'entraîneur de Caroline Garcia. Il ne compte pas prendre de recul. Mais voilà, pour essayer de trouver des solutions et rebondir, parce qu'aujourd'hui, elle est un peu dans la difficulté. Elle a un classement qui n'est pas du tout à la hauteur de son potentiel. On le sait, on l'a dit, on l'a écrit. Aujourd'hui, il cherche des solutions. D'abord, en allant dans la Rafael Nadal Academy, il y a des compétences, mais pas seulement. Je pense qu'elle aime bien s'entraîner en Espagne. Elle s'est toujours plu dans cet environnement-là. Et effectivement, il y a Gabriel Urpi, mais Gabriel Urpi est aujourd'hui embauché par l'académie, donc il est mis au service de Caroline Garcia, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il entraîne d'autres, donc il n'est pas l'entraîneur attitré de Caroline Garcia, mais voilà, elle s'appuie sur les compétences et l'environnement de cette académie, tout ça sous le regard protecteur de son papa, et c'est visiblement, là, elle fait un stage très intensif, elle reprend tout à la base. Combien de temps? C'est la durée du stage, je crois que c'est 10-15 jours, mais surtout c'est beaucoup d'heures passées sur le cours, avec l'objectif de tout reprendre à la base. C'est-à-dire que c'est presque, on reprend tout, les coups, la beaucoup technique, beaucoup de répétitions et énormément de temps passé sur le cours, 4 à 6 heures par jour. Donc voilà l'idée de départ, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça peut être une belle porte de sortie pour le décollage. Là, je sais que je reconnais la méthode de Gabriel Urpi dans ce que tu dis, Romain. On va juste rappeler qu'il a entraîné dans son passé d'entraîneur, a
Anxa Sanchez, Conchita Martinez, Nicolas Mahut, entre autres. Hein. Et puis après, il s'est occupé de joueuses françaises au sein de la FFT. Je sais que Julien, toi, tu y étais en décembre dernier pour remettre le prix des champions à Rafael Nadal, le prix du journal L'Équipe. Tu as discuté avec un coach français là-bas. Qu'est-ce que tu penses que Caroline Garcia est allée chercher dans cette académie ? C'est vrai qu'on se dit académie Rafael Nadal, ça veut dire que qu'est-ce qu'on y apprend ? Exactement. On apprend à lifter plus que de raison, on apprend à se battre jusqu'à la fin de ses moyens. En fait, il y a une vraie philosophie là-bas qui est bien sûr, qui tourne autour des valeurs qu'on retrouve chez Rafael Nadal sur le court, en termes de combativité, d'humilité. Mais ce qui m'a marqué en discutant, j'ai discuté avec un entraîneur et avec aussi un jeune Français qui est pensionnaire là-bas, qui a 14 ans. Ce qui est marquant, parce que c'est venu chez les deux, c'est qu'on n'accorde pas tant d'importance à ce qu'on fait comme geste, on accorde beaucoup d'importance à ce que fait la balle. D'accord. Dans les exercices, à un moment donné, et c'est le petit gars que j'avais interviewé qui me racontait ça, si techniquement c'est pas très propre, mais que la balle que tu produis, elle tourne, elle est lourde, longue, c'est gagné en fait, c'est ça qu'on veut. Sur les 30 balles, si 30 fois il y a de l'intensité, de l'intention, que ça tourne bien, c'est ça qu'on cherche. Et les rythmes aussi sont différents, c'est-à-dire que lui, pour avoir vécu les entraînements en France, on insiste sur la technique pendant 10 balles, on se repose, on refait. Là, c'est plutôt 30-40 balles de suite. Et quand c'est plus son tour, on reste actif, on ramasse les balles pendant que son partenaire d'entraînement est en train de faire la même chose. Et encore une fois, on est beaucoup plus sur le résultat que sur la façon. Est-ce que c'est peut-être ce que recherche aussi Caroline Garcia en ce moment ? En tout cas, on sait qu'elle sait faire. Ouais. Franchement, techniquement, elle sait tout faire. Bien sûr. Mais c'est effectivement ce qu'elle produit au bout du compte qui est pour l'instant insuffisant. Donc, si elle arrive à mettre ça en place en se nourrissant un peu de cet état d'esprit-là, ça peut effectivement porter ses fruits assez rapidement. Une petite précision, Louis-Paul nous dit que dans cet environnement-là, il n'est pas exclu, et ça arrive même, que Tony Nadal vienne sur le court, donner ses petits conseils. Donc quand on a Tony Nadal comme, on va dire pas coach direct, mais comme conseiller, ça peut être productif. On prend, et ben on espère que voilà, Caroline Garcia va trouver des solutions, même si c'est dans un autre environnement. On lui souhaite que du succès. Juste avant de se quitter, une dernière question. On sort de l'Australian Open. J'ai envie de vous demander quelle image vous allez garder de cet Open d'Australie, Julien. La première journée des qualifs, quand même. Ok. Avec l'air pollué. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs, on ne pouvait pas la voir, il y avait trop de fumée. D'accord. Et c'était un moment marquant. Je ne sais pas s'il y aura des suites dans les règles du tennis ou dans les fonctionnements des tournois du Grand Chelem, mais c'était un début de tournoi incroyable. Et toi, Romain ? Moi, je resterai sur l'interview de Zverev à McEnroe, dans laquelle il a confirmé que s'il allait au bout, il donnerait l'intégralité de son prize money aux victimes des incendies. J'ai trouvé que ça pouvait paraître comme un discours convenu, mais en fait, c'était plein de sincérité. Et lui qui a une apparence un peu parfois austère, froide, distante, je l'ai trouvé très chaleureux et ça respirait franchement la sincérité. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'en faisant tomber un petit peu ce masque, peut-être que du coup la performance était au rendez-vous. Ça me paraît bien pour finir cet épisode d'Air Open. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouvera en mars juste avant la tournée Indian Wells Miami. Et puis à très bientôt pour un prochain numéro d'Air Open. Salut!